mbaw yu may mbaw sa kaw doon sa la ko taakee ba benn xalaat politicien bu bandu la sañ a attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Seny Diop Cissé. Bonjour, colonel. C'est un plaisir de vous recevoir Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour, Baye Omar. Bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. C'est à moi aussi de vous remercier d'avoir bien voulu me permettre de venir sur votre plateau, échanger sur la géopolitique, comme on l'avait dit tantôt, et surtout sur la sécurité, aussi bien au plan national, certainement nous toucherons le plan sous-régional et international. Merci encore de m'avoir invité. Alors, pour rappeler à nos auditeurs que Seny Diop Cissé est un colonel à la retraite, vous avez été dans l'infanterie parachutiste, que vous êtes à l'armée sénégalaise. Vous êtes aussi, vous êtes le fondateur du think tank Sécurité. Exact. Également conseiller en sécurité de l'ancien maire de la ville de Rufisque. Exactement. Et vous êtes aussi un formateur aux Nations Unies. C'est le cas. C'est ça, Baye Omar. Merci beaucoup pour cette présence. Alors, pour dire également qu'aujourd'hui, il sera question de réfléchir sur des axes stratégiques, Seny Diop Cissé. D'abord, parler de la sécurité et stabilité nationale, parler des menaces externes et environnementaux, sécuritaires régionales, parler de l'environnement, menaces externes et environnement sécuritaire régional. Nous parlons également dans cette émission de la recomposition géopolitique de l'Afrique de l'Ouest, forces et faiblesses des FDS, je parle des forces de défense et de sécurité sénégalaises, mais aussi en finir avec pouvoir, sécurité et gouvernance. D'abord, colonel Seny Cissé Diop, parlons justement des événements survenus dans la période de 2021 à 2024. Des familles et victimes défilent devant les enquêteurs. Dites-nous, colonel, comment évaluer aujourd'hui l'état de la sécurité intérieure du Sénégal? Merci Baye Omar, vous avez raison. Bon, donc nous suivons tous ces familles qui se plaignent, donc qui se présentent également en tant que victimes. Donc c'est l'occasion donc vraiment de leur présenter vraiment tout notre soutien moral et en souhaitant que les gens se rétabliront et s'entendront. Donc, concernant la sécurité dont vous parlez tout à l'heure au plan national, je pense que la sécurité d'abord est une base, est une exigence. Donc, la sécurité est une exigence, une demande sociale. Tout le monde sait que sans sécurité, rien ne peut se faire. C'est la base. Pas de sécurité, pas de développement. Sans sécurité, rien ne peut se faire. Donc, il est bon aujourd'hui, après ces problèmes de sécurité que nous avons, de sécurité intérieure, d'en parler un peu, pour faire un peu l'évaluation. Je pense que, en ce qui concerne la sécurité, la sécurité est encore bien tenue. Et j'ai vu très récemment, donc les nouvelles autorités également se sont encore engagées donc pour pouvoir assurer mieux cette sécurité. Et cette sécurité intérieure dont on parle ne devrait pas seulement être limitée, par exemple, disons, aux actions, disons, contre le grand banditisme. Mais moi, je vois cette sécurité également en termes de sécurité humaine. Donc, qui prend en compte beaucoup de domaines. Donc, la sécurité humaine qui, au-delà donc de la protection des citoyens contre donc ces bandits, tout ça. Donc, excusez-moi le terme, hein, disons, c'est déviant. Également, c'est la protection également, par exemple, de la consommation.
c'est la protection routière. Quand nous voyons récemment les déguerpissements qui ont été initiés au niveau de Dakar ou ailleurs, ça se fait même également dans ma ville de Rufisque, là où j'ai été conseil, comme vous l'avez dit tantôt, ils y sont encore. C'est un problème de sécurité humaine. Donc je trouve que cette sécurité au niveau d'ici, au niveau de notre pays, est en de bonnes mains. Certes, il y a des insuffisances, il y a des actions à mener. La sécurité, c'est, je dirais même, c'est un peu comme un mythe de Sisyphe, quoi. Vous avez beau, chaque fois que vous pensez avoir atteint un certain équilibre, c'est comme si vous perdez pied. Donc c'est un éternel recommencement. Donc il faut tout le temps être vigilant et tout le temps s'adapter, surtout qu'il y a plein d'acteurs, beaucoup de menaces qui vous viennent de partout. Donc il est difficile de dire que la sécurité ça tient bon. Non, c'est plutôt dire c'est en perpétuelle évolution. Il y a d'autant plus que, comme je t'ai dit tantôt, c'est un éventail large. Ça exige une adaptation. Absolument. Comme j'ai dit tantôt, parce qu'il y a toujours de nouveaux acteurs, il y a des circonstances, il y a parfois, je dirais même, des accélérations de l'imprévu. Donc c'est là où il faut vraiment, ça demande vraiment une adaptation constante pour vraiment garder les standards. Et je pense que Sénégal, Dakar, il y a des problèmes comme partout, mais je pense qu'au plan global, nous avons quand même... Oui, vous avez été conseiller en sécurité auprès de la ville de Rufisque. Vous avez parlé tantôt également justement des actions de déguerpissement. Et souvent, c'est les va-et-vient. Une fois déguerpis, ils reviennent. Comment justement pérenniser ces actions-là pour que nous n'en ignorions et que cela s'arrête? Absolument, vous avez raison. Comme on dit parfois, je n'oserais pas dire que la nature n'aime pas le vide. C'est un peu comme ça, quoi. Donc, chaque fois, on a le sentiment que chaque fois que les gens, avec tout l'engagement qu'ils ont, ils dégagent, ils nettoient, ça revient. Moi, je pense que ce qu'il faudrait, que j'ai déjà même proposé à ma ville, c'est qu'il faut une stratégie. Certes, il faut de l'engagement, il faut du dynamisme, nous l'avons vu, mais je crois qu'il faut développer une stratégie qui commence d'abord par une évaluation de la sécurité. Quelles sont les actions qui ont été entreprises? Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui manque? Donc, quand je dis stratégie, parce que quand tu dis stratégie, c'est à long terme. Donc, il faut qu'il y ait des finalités, des objectifs partiels, ensuite des moyens. Maintenant, donc, est-ce que le fait que les gens reviennent tout le temps sur les endroits où on les a dégagés, moi je pense que parce qu'il manque, disons, l'élément de veille, l'élément de consolidation. Et ça, pour donner un peu un exemple, Conseil Rufisque, c'était entre 2015 et 2017. Alors, on s'était dit à Rufisque, malgré tout ça, quand j'y ai pensé, avec bien sûr sous l'impulsion du maire, c'est Daouda à l'époque, que je salue au passage, remplacé par Dr Omar Cissé également, que je salue au passage. Alors on s'est dit, il faut créer, sur l'instruction du maire, il faut créer une police municipale. Comme ça va être l'organe de veille qui est là, de proximité, mais qui est sur place et qui appelle l'action des forces de l'ordre pour rester sur place. Et ça fait leur travail. De façon permanente. Et ça a été fait ailleurs. Si vous allez à Genève, à Paris ou ailleurs, s'il y a cet ordre, mais parce qu'il y a un organisme qui est là et qui essaie de faire quelque chose. Et nous avions travaillé avec un budget qui est prévu, des formations prévues. Et notons bien que cette police municipale est prévue dans le décret de 93 qui a été révisé, je crois qu'en 2013, et qui donne beaucoup de pouvoir aux maires. Moi, je pense qu'il faut une décentralisation. La mise en place de cet organisme de veille. Exactement. Et alors, beaucoup de Sénégalais, colonel Séni Cissé Diop, ont été marqués par ces épisodes de tension. Selon vous, en parlant justement de la période 2021-2024, quelles leçons nos forces de défense et de sécurité doivent-elles tirer de ces crises? Vous avez parfaitement raison, Bayomar. Il y a beaucoup de leçons, puisque le Sénégal a vécu beaucoup de crises, il faut le dire. Le Sénégal des indépendances, j'ai démarré par la crise de 62, la crise de 63,
Et nous-mêmes, nous avons vécu, étant lieutenant, je me rappelle, nous avons vécu les crises de 88, où je m'étais retrouvé comme presque un commandant de secteur comment ça s'appelle, à la gueule tapée. Donc, nous avions également eu affaire à beaucoup de problèmes. C'était l'époque, un peu la crise sénégalo-mauritanienne. À l'époque, j'étais jeune commandant de compagnie parachutiste. Salutations au passage. Donc, ce qui s'est passé, donc quand on voit les leçons, donc à chaque crise, il y a des leçons à prendre. En 93 également, nous avons trouvé là également, nous avons également été sur ça. En 2000 également, 2012 également, j'ai vu que 2012 en tant que commandant de zone à Thiès. Il y en a encore des expériences. Voilà, c'était l'habitude, j'étais commandant de zone jusqu'à juillet 2012. Donc, moi, ce que je vois comme expérience par rapport à cette dernière crise qui diffère des autres crises. En quoi? Parce qu'en 2012, en fait, nous n'avions pas ce qu'on appelle un peu le champ de confrontation. Il y avait beaucoup de brouillard. C'est-à-dire, on arrivait, les gens de l'extérieur ne savaient pas ce qui se passe. Alors, l'élément majeur, l'élément nouveau qui s'est passé récemment en 2021, c'est la dissipation du brouillard, je dirais pas du champ de confrontation. C'est ça la nouveauté. Donc, la première leçon, à mon avis, que nos forces de sécurité doivent apprendre, c'est que maintenant tout est su, tout est vu et tout est reporté au jour le jour. Donc c'est la première leçon à tenir. Et tout est filmé et tout est archivé. Nous tous, nous avons vu les rapports, tout ça. Moi-même, j'en ai vraiment... Je ne savais pas que vraiment c'est l'occasion de dire bravo à ces jeunes reporters que j'ai vus risquants, n'est-ce pas, vos jeunes gars, reporters, photographes et autres, caméramans, vraiment qui tenaient coûte que coûte à avoir du live, quoi. Donc la nouveauté, c'est ça. Maintenant, tout est vu. Donc la première leçon, maintenant, c'est fini. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites est enregistré et vu. Je crois que ça, c'est la première leçon à retenir. Dissipation du champ je l'appelle du champ de confrontation, quoi. Donc ça, c'est la première. Donc, ça veut dire que il faut de plus en plus maintenant disposer de forces. Donc les forces doivent être donc maintenant beaucoup plus formées, beaucoup mieux entraînées, beaucoup plus conscientes du respect des droits humains, je dirais, qu'on appelle des droits de l'homme. Maintenant, je ne vais pas de notre époque, on n'a aucune photo de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu, difficilement même en 2088, etc. Maintenant, c'est la dissipation. Donc, la leçon à retenir, c'est qu'il faut maintenant des forces de l'ordre bien entraînées, professionnelles, bien formées et à tous les niveaux et surtout bien encadrées. Moi, c'est ça que je veux, que vraiment, c'est la grande leçon. Donc, à partir de... Et ensuite, ce que j'ai vu encore, c'est un peu la responsabilité individuelle. Certes, que le chef est responsable, mais les subordonnés également sont responsables. Et ça, c'est à tous les niveaux. Lorsque j'étais installé comme en zone militaire en 2000, je me disais que je suis responsable de cette zone, de mes actes m'engagent, malgré tout le respect que je donnais à mes chefs. Donc, la responsabilité individuelle, il faut que, donc, ça, c'est la leçon à retenir. Nous l'avons vu récemment avec plein de gens qui parlent, qui demandent juste. Mais je pense que ça, la police que j'ai vue, ils l'ont bien accepté. Parce qu'ils ont même organisé un séminaire où ils avaient invité des gens de la presse, des gens de la société civile. Ouverte, la police, voilà, que j'ai vu. Et disponible aussi. Voilà, disponible. La réflexion. Oui. Maintenant, il faut de plus en plus la nouveauté. Donc, c'est la lesson learned. C'est qu'il faut maintenant disposer de professionnels et faire du benchmarking, ce qui se passe ailleurs. Donc, bien formés et bien encadrés. Parce qu'on pense qu'il y a plein de problèmes parfois, c'est parce qu'ils sont jeunes, ils sont fougueux, ils souffrent aussi. Donc, malgré votre souffrance, vous devez vous contrôler. C'est un peu ce que j'ai retenu dans ça. Comme leçon. Voilà. C'est vraiment disons, tout est vu et tout est sous de tout le monde. Donc, le Sénégal a besoin maintenant de forces de l'ordre professionnelles. Et ils y sont, je pense. Oui, ils y sont. Mais alors, qu'en est-il de la coordination entre l'armée, la gendarmerie et la police? Est-ce que cette coordination est aujourd'hui suffisante, efficace pour prévenir d'éventuelles
dérives ou troubles internes. Vous avez été dedans. Bien sûr. Absolument. Oui. Non, vous avez raison. La coordination, elle est essentielle à tous les niveaux. J'ai eu l'occasion donc de vivre ça directement, quoi, à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau jeune lieutenant ou comme commandant de zone. Je me rappelle encore de cette belle équipe avec un commissaire qui était le patron du corps urbain, et également ce patron de la Légion que je salue au passage, c'est le général Diouf. Il y avait l'inspecteur, le commissaire Wahab Sall. Mais nous formions un trio et nous nous entendions et nous parlions et nous nous réunissons régulièrement. Donc avec bien sûr le gouverneur de la région de Thiès, et j'étais également avec le gouverneur de la région de Diourbel, donc je couvrais 2 régions. La coordination se fait très bien et à tous les niveaux. Chaque force de sécurité connaît ses responsabilités, sa zone d'action, et ce qu'elle peut faire toute seule et ce que l'autre doit faire. Donc ça c'est clair entre l'armée et c'est pourquoi vous l'avez observé. On a vu très peu l'armée dans les dernières crises là. Donc c'est très clair, chaque force, chaque entité connaît ses limites et là où démarre l'autre. Donc ça c'est clair en matière de coordination. Mais est-ce que ça confronte ta question, est-ce que ça peut prévenir les dérives? Moi je pense que la prévention des dérives, c'est l'affaire du politique. Certes, ils doivent prévenir avec le renseignement, avec les informations qu'ils reçoivent pour pouvoir anticiper sur les crises. Mais moi, je pense que la prévention, c'est du ressort des autorités politiques et du ressort local. Parce que toutes ces crises que nous avons vécues, à mon avis, ça provient d'une insatisfaction locale, ou bien généralisée, que ce soit politique ou carrément au niveau d'une localité. Donc moi, je crois que la prévention, ça doit se travailler au niveau des collectivités et des autorités politiques. Certes, il arrive que l'éclatement soit causé par une bavure policière. On se rappelle l'histoire de Black Lives Matter, par exemple. Ça, c'était à cause d'une bavure policière que l'Amérique a failli brûler, quoi. Donc, je crois que pour cette prévention, donc, il faut cette coordination. Cette coordination, elle est là et depuis très longtemps, je peux vous l'assurer. Et ça se passe très bien. J'ai eu à vivre ça à plusieurs niveaux. Ça se passe très bien. La prévention, c'est le problème des autorités civiles, politiques et locales. Et pourtant, à un moment donné, vous avez dû produire un article durant des événements chauds pour dire tout simplement que l'armée sénégalaise ne décevra pas. Que nenni aviez-vous dit? Oui, expliquez-nous un peu qu'est-ce qui a justifié cette sortie. D'accord, vous avez raison. Bon, d'accord, je vais en parler un peu. Donc vous avez raison. Donc ça c'est arrivé je crois que c'était en avril, c'était en 2024, juste au mois de février. Alors c'était juste lorsque j'avais entendu certaines autorités annoncer que s'il y a problème, le pouvoir serait transformé à des forces organisées. C'était ça, en fait, qui m'a poussé, quoi. C'est le déclic. À rétablir. Voilà, c'est ça, quoi, le détonateur. En ce moment, j'étais même dans mon verger, j'en parle un peu, dans les Niayes, que tu connais bien, c'est le Mélébou. Hein? Et c'est là où j'ai été inspiré, et j'ai dit, je vais sortir que nenni. Donc, l'armée sénégalaise ne décevra pas. Donc, j'ai dit, ne décevra pas son peuple. Parce que je me dis que l'armée sénégalaise doit tout le temps, doit à tout moment, quelles que soient les circonstances, rester républicaine et rester hors du jeu politique. Donc c'était l'occasion de rappeler à ces gens qui sont au pouvoir, pas au pouvoir, qui sont au commandement, au pouvoir politique, jouez votre jeu, vous êtes des politiques, épargnez-nous de tout ça. Mais épargnez de ça. Nous n'avons pas envie de rentrer dans ça. Et ce n'était pas la première fois, hein. C'est arrivé souvent, ou à un moment, vous vous rappelez l'histoire de Jean-Alfred Diallo, l'histoire de 63 et tout ça. Mais j'étais pour rappeler aux jeunes que l'armée sénégalaise doit rester républicaine, ne doit pas s'immiscer, sinon on va tomber un peu comme les armées de la sous-région qui veulent régler des problèmes politiques qui après s'embourbent en créent même entre eux. Heureusement que, et puis on est la seule armée quand même de la sous-région est-africaine à avoir échappé
à Sékou. Et je sais que l'armée sénégalaise, je pense, je vais certifier même que l'armée sénégalaise restera hors du jeu politique. Nous avons déjà vécu. Honneur en tout cas à cette armée. Merci. Alors oui, les enquêtes ouvertes pour faire la lumière sur les événements récents peuvent-elles, selon vous, contribuer à restaurer la confiance entre l'État, les FDS, les forces de défense et de sécurité, et les citoyens? Vous savez, bon, je pense que les citoyens doivent, pour que les situations, les citoyens aient confiance en leur État, il faut qu'ils aient confiance en leur justice. Et je pense que l'État du Sénégal, le Sénégal est un État quand même résolument démocratique. Donc, le fait de soulever ces questions de responsabilité en pointant des forces de l'ordre, moi je crois que il n'y a que dans un État démocratique comme le Sénégal qu'on ose dire ça. Dans certains pays de la sous-région, on n'en parle pas. Donc ça montre déjà de l'acceptation. Et je t'ai dit tantôt que si je dis que le Sénégal reste un pays républicain, les forces armées également ont une posture républicaine, c'est parce également qu'ils acceptent la justice. C'est parce que la justice et ça peut être source de confiance. Hein? C'est ça, c'est la confiance. Mais je pense que la justice, pour que cette confiance, il faut que l'action judiciaire s'applique à tout le monde. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, quand on est aux commandes, on doit être conscient de ses responsabilités et exercer son commandement, tout ce qu'on fait, quelle que soit la circonstance, tenant compte de ses responsabilités. Donc c'est pour revenir un peu à ses responsabilités. Moi je crois qu'il y a beaucoup de bruit autour de ça, mais les forces de défense, que ce soit armée, police, gendarmerie, ils ont des règlements intérieurs. Ils ont déjà réglé beaucoup de problèmes. Oui, à l'interne, sans bruit. Sans bruit. Et comment ça se passe? Expliquez-nous. Comment ça se passe donc? Mais moi qui vous parle là, on a été à beaucoup de conseils d'enquête, conseils de discipline. Oui, il nous est arrivé même de libérer des gens. C'est arrivé. Donc, les militaires ont déjà un code. Le règlement de discipline est là. Le code de justice militaire déjà règle tous ces problèmes. Il n'est pas enseigné à aucun sécuritaire. J'ai des sécuritaires globales, quoi. Armée, police, gendarmerie et autres forces de sécurité. Il ne faut pas les oublier. Hein. Vous avez d'autres paramilitaires qui font un excellent job. Je ne vais pas les citer pour ne pas en oublier, quoi. Alors, j'ai dit les paramilitaires. Donc, je pense que l'application là pour les forces de défense ne devrait même pas être un problème. Parce qu'eux-mêmes, ils connaissent le droit. Ils l'enseignent. Moi qui vous parle, je suis formateur en droit international humanitaire. J'ai eu à dire à des Tchadiens, à des Congolais, attention, il y a des choses, si vous le faites, vous sortez d'ici, on peut vous arrêter. Ah, vous connaissez l'histoire de ce Mauritanien qui avait été arrêté en Europe, qui était en mission, formation à l'école d'application de Montpellier, parce qu'on l'avait accusé de choses qu'il aurait commis en 1980. Il a été arrêté plus de 10 ans après. Donc je dis, attention, il y a une justice internationale. Moi, je pense que il y a beaucoup de bruit sur ça, mais ils connaissent le règlement, ils connaissent le code de procédure pénale. Gendarmes, policiers, ils sont au PJ. Ils connaissent le traité de Rome de 98 que le Sénégal a ratifié. Nous l'apprenons. Dans les forces armées, c'est enseigné. Et dans mon dernier cours de leadership que j'ai eu avec la police récemment juin, mais nous avons parlé de ça. Et openly, hein. Donc il n'y a pas de problème pour ça. La justice doit s'appliquer, doit être rendue et nul ne doit échapper à la justice. Voilà qui est clair, voilà qui est bien dit, pour rappeler que vous suivez votre émission Objection qui reçoit le colonel Seyni Cissé Diop, ancien officier supérieur de l'armée sénégalaise, colonel d'infanterie parachutiste à la retraite. Colonel, venons-en à notre deuxième thématique qui parle de menaces externes et environnement sécuritaire régional. Oui, le Sénégal, vous le savez, reste entouré d'une région instable. Je parle du Sahel, de la Guinée-Bissau, du Mali. Dites-nous, colonel, quels sont aujourd'hui les principaux risques extérieurs pour notre sécurité nationale? Vous avez raison. Les risques extérieurs. Oui. Le Sénégal, nous vivons beaucoup de risques. Moi, je crois qu'il y a des risques que nous pouvons même dire qu'il y a eu déjà effraction, quoi. Nous sommes en train de parler de risques, mais il y a déjà eu effraction. Ah oui? Ouais, absolument. Donc, comment ça? Les risques que nous courons, quand je vois, nous tous nous avons vu ces touristes qui sont venus
vraiment taper à la porte à Diboli, à côté de Kidira. C'est déjà qu'ils sont dans notre zone. Clair. Donc c'est là où donc, je dis que donc, les risques sont là. Donc je vois que les risques que nous avons actuellement... C'est de réelles menaces. C'est de réelles menaces. Pour ne pas dire, c'est des actes qui ont été déjà perpétrés. Certes, pas dans le territoire national, mais je dirais dans la zone d'intérêt. Car un pays a certes son territoire, mais il y a également la zone d'intérêt. Ça veut dire que dans cette zone, tout ce qui passe dans cette zone impacte, chef. Donc, il y a les risques. Donc, c'est les risques. Donc, par rapport à un territoire national, ce que je vois, que je vais avec un peu, ce sont ces risques de criminalité transfrontalière. Ça, il faut qu'on en parle. La criminalité, c'est le trafic de drogue, c'est le trafic humain. Surtout quand il y a une crise de l'autre côté, à nos frontières. Donc, voilà les risques que nous courons. Et je pense qu'actuellement, j'ai vu, nous tous, nous avons vu qu'avec les forces de sécurité qui s'installent le long de la frontière, et je pense que leurs yeux vont au-delà de la frontière. Donc, ça, c'est des risques que nous vivons. Il y a également les risques du terrorisme. Ça, c'est des risques. Bon, certains parlent que les touristes peuvent venir, etc., traverser. Mais je pense qu'il faut peut-être relativiser un peu ces attaques, ou bien ces chevauchés, disons, qui iraient vers Tambacounda. J'ai entendu un certain en parler, quoi. Mais là aussi, il faut qu'il regarde le territoire. Les risques, moi, je les vois en termes de... dans notre zone d'intérêt. Quand je dis la zone d'intérêt, pour nous, c'est un peu entre, par exemple, je vois, entre le Sénégal, la frontière et Bamako. Cette zone où de transit les marchandises, carburants et autres venant du Sénégal. Donc ça, c'est des risques terroristes, de destruction de nos biens, de kidnapping, et c'est déjà arrivé récemment le 10. Nous avions des transports qui ont été kidnappés et qui ont été relâchés. Par la suite, on leur a dit, il paraît qu'on n'a pas affaire à vous. Mais là aussi, ils ont dit pour le moment. Donc, pour le moment, ça veut dire que le risque est réel. Le fait que vos populations qui transitent localement la frontière peuvent être l'objet d'attaques, c'est un risque. Donc, voici le deuxième risque, donc le risque terroriste, qui peut être aussi, surtout au niveau de la zone frontalière, mais qui peut également se manifester également sur le territoire. Donc, c'est pourquoi je pense que c'est l'occasion de redoubler de vigilance, exactement. Et il y a également le troisième risque que je vais dire, c'est peut-être le risque lié à la cyberspace. Donc, ça aussi, c'est des risques, quoi. Donc, qui sont là. Regarde, nous sommes en train de vivre un peu ces hackers-là qui ont attaqué la DGID là, actuellement. C'est en cours, hein, je ne sais pas s'ils ont pu les démasquer. Donc moi, je vois les risques que je vois. Donc les risques de trafic transfrontalière. Je n'ose même pas parler de frontières en Afrique de l'Ouest. Hein. On est censé ne pas avoir de frontières avec les voisins vu la CEDEAO, quoi. Donc il y a ce de trafic humain, il y a ce risque terroriste qui est là, qui peut nous attaquer, comme qui peut également attaquer nos intérêts. Et au Mali, le barrage de Manantali. Vous avez parlé de zone d'intérêt. D'intérêt, voilà, exactement. Par exemple, le barrage de Manantali. Mais ça, il n'y a pas plus intéressant qui nous fournit de l'électricité également aux deux autres pays qui sont de l'OMVS. Donc il y a des risques. Il y a également la zone aurifère du Bambouk qui fait face donc, à la zone du Mali. Là où il y a Sadiola au Mali, nous avons Sabadola chez nous. Donc il y a des risques il y a des risques quand même. Donc qui invitent les autorités à les devancer sur ça. Oui, à les devancer. Mais alors, peut-on encore parler du Sénégal comme d'un îlot de stabilité dans une sous-région en pleine mutation? Si, quand même, c'est de la stabilité. Quand on voit ce qui se passe autour, puisque la stabilité est relative, hein, donc le Sénégal est un îlot. Même au plan géographique, même quand tu regardes le Sénégal, on a l'impression que le Sénégal est presque enveloppé par son fleuve, que ce soit la Falémé ou le Mali. Ça fait presque une île. Donc, îlot de stabilité. Donc, même au plan géographique, nous bénéficions quand même d'une certaine protection naturelle. Due donc à ce fleuve et due également disons aux élongations qui séparent les intérêts et puis nous sommes également protégés, nous avons une façade océanique. Donc on est stable également à cause de la stabilité de nos institutions
démocratique et politique. C'est ça d'abord la stabilité. La stabilité, elle est d'abord politique. Je pense que quand même, avec ce qui nous est arrivé très récemment, ça a montré quand même nous avons quand même un socle très solide qui bouge, mais qui est bien ancré. Donc c'est ça, donc la stabilité des institutions. Nous avons également une stabilité par rapport à nos forces de sécurité qui sont républicaines, qui sont stables. Moi, je ferai donc ces stabilités soft. Donc, c'est ça qui nous donne cette stabilité. On a quand même des institutions solides, malgré les problèmes qu'on peut avoir. Nous avons des forces qui ont prouvé récemment leur résilience, leur esprit républicain. Et c'est ça qui fait que nous sommes quand même cet îlot qui est là, qui doit de stabilité et qu'il faut préserver à tout prix. À tout prix, mais malgré tout, vous avez également la montée du terrorisme au Sahel. Est-ce que cela vous semble-t-il pouvoir atteindre nos frontières? Bon, la montée du terrorisme. Moi, je pense que la frontière, je dis tantôt que les frontières, on en parle, mais le terroriste ignore les frontières. Et là, nous sommes en train de parler du touriste qui est sur le terrain géographique, qui essaie de s'accaparer ce morceau de terrain géographique là pour y faire ce qu'il veut. Donc, ce gars qui essaie de... La menace est là. Quand j'étais parlé tantôt de cette zone d'intérêt, bien sûr, où nous devons avoir les yeux. C'est comme que ce soit en Gambie ou en Guinée, parce que ça, c'est ce qu'on appelle les zones d'intérêt. Et là, nos intérêts stratégiques sont menacés, sont même atteints. Le port de Nayan et de Senou, avec tout cet investissement, mais c'est quand même pour l'Interland. C'est pour quand même connecter plus la côte à l'intérieur qui dépasse le Mali. Le Sénégal projette à coup sûr d'avoir un train qui dépasserait Koulikoro là, et qui irait certainement au Burkina. Donc je pense que le risque est là et c'est déjà manifesté avec notamment cette volonté des touristes de bloquer le couloir Dakar-Bamako. Oui. Donc c'est déjà. Mais cela nécessite quand même une réponse régionale. Alors comment jugez-vous la coopération sécuritaire régionale du Sénégal au sein de la CEDEAO, surtout dans le contexte des récents retraits et tensions diplomatiques également? Je parlais des pays de l'AES. Exact, tu as raison de parler de ces pays de l'AES qui, je crois qu'ils ont confirmé ça le 29 janvier dernier, qu'ils ne vont plus revenir. Mais moi, je pense... Mais il y a nécessité d'instaurer quand même une sécurité sous-régionale. Absolument. Régionale même. Mais absolument. Bon, quand tu sous-région, peut-être par rapport à la CEDEAO, tu veux dire... C'est ça. Et moi, je pense que cette coopération, cette sécurité sous-régionale, elle est nécessaire. Puisque j'ai dit tantôt, les touristes ignorent les frontières. Le Burkina, jusqu'en 2011, était tranquille. Jusqu'en 2014 même. Alors on a vu maintenant ce qui arrive au Burkina. Le centre du Mali, tout se passait au nord. Au nord Mali, on pense qu'il y avait que les Maliens, ils avaient attaqué au nord, ensuite coupé, 6 avril 2013, le drapeau à Tombouctou. Donc on pense que c'était au nord et ça s'est étalé partout. Regardez le nord Bénin, le parc de Pendjari, et à côté, c'est carrément une zone d'insécurité. Donc je pense que la coopération sous-régionale, elle est nécessaire. Oui, parce que l'armée malienne à elle seule ne peut pas résoudre ça. Absolument. C'est un pays gigantesque. Non seulement ne peut pas, mais l'insécurité a tendance à bouger. C'est une théorie des hautes pressions vers les basses pressions. Donc voilà pourquoi ça c'était au Mali. Donc ça pousse. Langage militaire. Voilà, c'est ça. C'est langage militaire, c'est comme une théorie où il dit que là où il n'y a pas de résistance, ça va. Donc c'est pourquoi la sécurité sous-régionale, la coopération sous-régionale est nécessaire. Personne ne peut plus s'enfermer dans ses frontières avec des murs qui peuvent être franchis. Nous avons eu l'exemple de la ligne Maginot, également du mur de l'Atlantique avec les Allemands de l'autre côté. Ce n'est pas possible. Il faut une coopération sous-régionale et ensemble pouvoir éradiquer ce mal qui fatigue tout le monde. Et puis si ces pays de l'Est ne sont pas stables, mais c'est des déplacés.
c'est des conséquences même au niveau de la structure sociale des pays de la côte. Je crois qu'ils commencent à le sentir. Hein. Donc, la coopération régionale est une obligation, malgré les tensions diplomatiques entre les pays, entre les États, entre les gouvernants. La coopération régionale, que ce soit en termes d'échange de renseignements, en termes d'engagement, même s'il le faut, raisonner, je veux dire, et surtout, je pense encore en termes de soutien. De soutien. Il faudrait que les pays de la côte qui se croient encore épargnés et qui ont encore disons, un potentiel, sentent le danger venir. En tout cas, quand on voit l'exemple du Bénin, ça montre déjà que nul n'est épargné. Regarde comment ils ont percé entre le Niger et le Burkina pour attaquer le Bénin. Et maintenant, on a comme l'impression qu'ils cherchent une brèche entre le Mali et le Sénégal pour s'engouffrer peut-être vers le sud. Donc il faudrait que tout le monde s'y mette pour leur barrer le chemin à ces terroristes. Voilà qui est dit. Et parlons à présent, colonel Séni Cissé Diop, de la recomposition politique en Afrique de l'Ouest. Colonel, nous assistons à une recomposition géopolitique majeure. On parle de coup d'État, retrait de la CEDEAO, création de l'AES. Alors comment analysez-vous cette nouvelle carte du pouvoir dans la région? Vous avez raison, il y a une redistribution du pouvoir, des cartes en Afrique de l'Ouest. Bon, ce qui arrive quand même périodiquement à beaucoup d'entités. Comme je l'écrivais dans une contribution publiée en, je crois qu'avril 2024, où j'ai parlé de ces phénomènes, je comparais au phénomène nucléaire, quoi, où j'avais des problèmes de fission, fusion. À la Libye, c'est comme un certain déterminisme, quoi. Tous les ensembles sont appelés à se casser, à se reconstituer. Donc voilà un peu ce qui est arrivé en Afrique de l'Ouest, quoi. Donc il y a eu cette redistribution des cartes qui est là, donc qui a démarré. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire, vous voulez dire? C'est ça. Donc, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a quand même des élections qui sont prévues en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry. Est-ce que vous y voyez une période de confrontation ou au contraire des signes de réconciliation dans l'espace ouest africain? Bon, je vois, il y a les élections en Côte d'Ivoire, en Guinée, là, où on a été même plusieurs fois. Donc j'ai même eu la chance, l'honneur de servir à la MICICI, cette mission de la Côte d'Ivoire, en 2003. En fait, je ne vois pas... Bon, par exemple, je prends le cas de la Guinée, quoi. Bon, je ne vois pas, honnêtement, les conséquences de ces élections sur les relations internationales en Afrique de l'Ouest. Peut-être que je parle un peu, c'est la position de la Guinée qui n'est pas, disons, au carrefour, quoi. Je dirais pas que la Guinée n'est pas isolée, mais je ne vois pas l'impact de l'issue de ces élections un peu sur disons, sur... Mais est-ce que ça peut être source de confrontation ou de réconciliation? Par rapport à ces pays, je parle de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Et que ces élections qui sont attendues dans ces pays peuvent être source de confrontation ou de réconciliation. Non, peut-être que vous parlez en interne, parce que vous avez dit par rapport à la sous-région. À l'interne, et d'abord par rapport à la sous-région ensuite. Mais bon, en interne, bon, il est difficile de parler de ces élections quand on voit les candidats qui déjà... bon, là, vous m'amenez dans le champ politique, quoi. Quand tu vois les candidats qui il y a eu déjà beaucoup de contestations, que ce soit en Guinée ou nous avons vu le président qui va se représenter, qui était au camp de Samoréa, là, qui est à Kindia, où je suis allé plusieurs fois en parenthèse d'information. Bon, j'espère seulement que l'issue de leurs résultats, bon, je vois, ils ont déjà demandé aux gens. J'espère que ça va se calmer en interne, quoi. J'espère bien. Mais on ne peut présager de rien. Tout dépendra de ce qu'il va faire. Là, ça, c'est le cas de la Guinée. Mais pour la Côte d'Ivoire, à mon avis, c'est un peu plus sensible. Surtout la Côte d'Ivoire avec cette... la Côte d'Ivoire est l'un des moteurs de l'Afrique de l'Ouest. C'est clair.
avec une belle communauté, une forte communauté immigrée, surtout venant de Côte d'Ivoire, venant du Mali et surtout du Burkina. Donc c'est des millions d'immigrés. Mais je pense que l'issue de ces élections, comme je l'ai tantôt pensé, je pense que c'est difficile à prédire. Parce que nul ne pensait que la Côte d'Ivoire allait devoir accueillir l'ONU, allait devoir avoir une force d'interposition. Vraiment, on voit le moteur. Cela obligerait le Sénégal à changer sa doctrine de défense sécuritaire. Par rapport à ça. À ces risques-là, oui, ces menaces-là. Enfin, je ne vois pas trop. Bon, je crois que la menace est plutôt interne, quoi. Oui, ok. À la Côte d'Ivoire, c'est un peu ça mon analyse, quoi. Ça pourrait amener la communauté internationale à intervenir d'abord en termes de dialogue, en termes de médiation, de négociation, en espérant qu'ils ne vont pas encore cette fois-ci arriver à ce qu'il leur est arrivé en 2000 jusqu'en 2002 que nous avons amené là-bas. Mais quand même, c'est des conséquences au plan, disons, de la cohésion sous-régionale, surtout. D'autant que la Côte d'Ivoire est centrale, est un État moteur. Oui. Alors, nous parlions de l'armée tout à l'heure. Il est important aujourd'hui de revenir sur la vocation de l'armée. Le lien entre l'armée et la jeunesse est distendu, quoi. De temps en temps, parfois, c'est le constat. Est-ce que vous en convenez? Moi, comme je dis tantôt, un lien est toujours à raffermir. Le lien entre l'armée et la oui, nation. Mais comment le renforcer, ce lien? Ce que je vois, par surtout exemple, au regard du contexte je pense qu'actuellement, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Je crois qu'il y a ce projet de lycée militaire là, je crois qu'il devait ouvrir. Bon, ils sont en train de discuter là-dessus. Donc c'est également un moyen de pouvoir de relier encore l'armée à la jeunesse. Par exemple, si vous voyez par exemple l'effet de l'état, admettons, que j'ai eu à vivre aussi bien à Dakar, à Thiès qu'à Diourbel. Mais vraiment, j'y vois un élan de solidarité extraordinaire entre l'armée et la jeunesse. Maintenant, ce qu'il faut renforcer, vous l'avez dit tantôt, c'est comment faire pour que cette armée, il y a le service civique national qui est également en train de travailler avec les camps de vacances et tout ça. Il y a encore des efforts à faire. Mais moi, je pense qu'au niveau Sénégal, il y a quand même... les liens sont assez solides, mais il faut les renforcer. Par exemple, récemment, il y a un prix qui a été mis à... Donc, il y a un prix qui je crois, décerné ou pas encore décerné, pour l'innovation technologique militaire. Donc, ça déjà, c'est un moyen donc, de rapprocher l'armée avec la jeunesse. Si vous voyez, par exemple, avant-hier, j'ai reçu une photo où il y a un jeune qui a été reçu par le chef d'état-major des armées, parce que c'est un génie du drone. Donc, je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits en construction, en renforcement, pour que cette armée soit de plus en plus proche. Mais il faut donc des encouragements, il faut que l'armée aille plus loin, en aidant les start-up, en les encourageant, en leur fournissant plus d'encadrement. Ils y sont, mais il y a encore beaucoup à faire pour que cette armée soit de plus en plus, disons, collée à son armée, parce que c'est son armée en fait. Et c'est les jeunes qui sont dans l'armée. Oui, des jeunes qui sont dans l'armée. Oui, colonel, le Sénégal, vous le savez, reste engagé dans plusieurs missions internationales. Ces opérations extérieures servent-elles encore nos intérêts stratégiques? Mais Omar, l'opération extérieure est une forme de diplomatie en fait. Donc ça sert toujours, ça a toujours servi. Par exemple, je vous donne un cas, ça a servi. Admettons, le Sénégal est quand même une nation respectée et quand même une puissance, une puissance sous-régionale, une puissance sous-régionale par sa stabilité, par sa solidité, également par le professionnalisme respecté de ses forces de sécurité. Donc, ces missions extérieures, je les fais entrer dans le cadre de la diplomatie. Je vous donne un exemple concret. En 1990, mais le Sénégal fait partie des rares pays africains à intervenir en Arabie Saoudite.
Donc ça, c'est un renforcement de la coopération. Nous aussi, nous avons eu l'occasion, je faisais partie donc de ces missions, de ces observateurs déployés entre l'Irak et le Koweït. Il n'y avait que le Sénégal qui était là-bas. Mais c'est vraiment un rayonnement diplomatique. Je pense que et ça, les conséquences peuvent se jouer également au niveau des relations. Bon, les pays du Golfe, les relations que le Sénégal a avec ces pays, l'armée a joué sa part. Tout le monde se rappelle encore des sacrifices de nos djabars en Arabie Saoudite, de nos implications. Je ne dois pas même oublier les anciens qui étaient au Sinaï en 1974, au Liban, et également dans d'autres théâtres que je ne vais pas citer, puisqu'il y en a beaucoup. Je risque d'oublier, entre le Libéria, le Soudan, le Rwanda, et partout. Vraiment, en Afrique, nous avons été à tous les... Donc, ça sert nos intérêts stratégiques, nos intérêts de rayonnement également, parce qu'un pays également doit rayonner de rayonnement diplomatique. Regarde l'exemple du Rwanda. Mais le Rwanda est présent en RCA. Le Rwanda est présent par sa force au Mozambique. Donc ça sert en rayonnement également, et ça sert également en contribution à la sécurité internationale, parce que les pays doivent également contribuer. Je pense que ça sert, nous, le Sénégal remplit son devoir. Également, il y a également des dividendes qui sortent de ces prestations extérieures. Et alors, aujourd'hui, avec beaucoup d'actions menées par rapport à ces menaces qui ont été décrites tout à l'heure, avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, le Sénégal veille sur ses frontières et a les moyens d'y veiller pour garder intactes nos frontières? Un pays n'a jamais tous les moyens désirés. Vous connaissez bien l'histoire de ce chef d'état-major français qui a démissionné parce qu'il disait qu'on ne lui a pas donné assez de moyens pour entraîner la réserve. Donc c'est pour vous dire un peu les moyens qu'il faut. Mais le dispositif que le Sénégal a est un dispositif cohérent de surveillance de son territoire, de ses frontières, et peut certainement et pourra de plus en plus donc voir ce qui se passe dans sa zone d'intérêt hors de son territoire. Maintenant, et ça, et bien sûr pas le renseignement. Maintenant, est-ce que nous avons assez de moyens? Récemment, il y a beaucoup de brigades, quelques brigades, je crois 2 ou 3 qui ont été installées au niveau de la région de Tambacounda et de Kédougou, comme vous le savez. Des postes un peu partout, des moyens également. Vous savez également que le Sénégal a investi même au plan des drones et autres là. Je pense que les moyens, il faut les renforcer. Par exemple, je vois le Sénégal a déjà lancé un satellite, quoi. Gaïndé-Sat, si je me rappelle bien, en 2024. Ça, c'est pour l'observation, écologie, économie autre là. Mais je vois peut-être le Sénégal, peut-être pas tout seul, peut-être avec les pays de la sous-région, mais ensemble, parce que le renseignement est primordial, pour investir dans des satellites d'observation pour pouvoir voir qu'est-ce qui bouge le long de nos frontières. Donc je vois un investissement en termes de partage de renseignements et également investissement ensemble, parce que les moyens, lancer un satellite coûte cher. Et quand gagner des satellites là qui pèsent moins de 10 kilos là, je crois que pour les lancer, il faut presque 1 milliard, il faut dépenser de l'argent. C'est tout petit, mais c'est de l'argent. Donc je crois qu'il faut... Les moyens ne sont pas suffisants. C'est une politique qu'il faut, d'autant plus qu'on parle de souveraineté. On ne peut pas parler de souveraineté si vous ne pouvez pas assurer votre sécurité, si vous ne pouvez pas surveiller votre frontière. Et on sent que nos frontières, partout, c'est quand même assez poreux. Il y a beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de moyens à dépenser, malgré les contraintes budgétaires. C'est une question de volonté politique? De volonté politique, certes, disons, calibrée par rapport aux moyens. Mais la volonté doit s'y mettre. Si vous avez une volonté de souveraineté, si vous voulez assurer, il faut y mettre les moyens. Et il faut y mettre les moyens. Alors, nous entamons cette fois-ci la dernière thématique de notre émission, intitulée Pouvoir, sécurité et gouvernance. Alors, colonel, on entend souvent dire que la sécurité est devenue un enjeu politique. Alors, dites-nous comment éviter cette confusion entre pouvoir et sécurité? Comment éviter cette confusion? C'est compliqué. Bon,
je crois que je vais pouvoir, je crois que je vais ajouter un mot. Vous avez des pouvoirs, sécurité, mais peut-être je vais ajouter gouvernance, quoi. Oui. Parce qu'en fait, le pouvoir, c'est ce que tiennent les gouvernants donc pour assurer cette sécurité. Donc, je dirais pouvoir, donc gouvernance qui exerce le pouvoir pour assurer la sécurité. C'est là où je crois que ces trois concepts sont intimement liés. Et dans cette architecture, donc chaque élément ou bien chaque niveau a une responsabilité, surtout au Sénégal où c'est bien codifié. Donc, vous avez, par exemple, je dirais, l'Assemblée nationale a le pouvoir de déclarer la guerre. Donc, c'est le pouvoir qui est du ressort de l'Assemblée, la déclaration de guerre, donc en matière de prendre des décisions sécuritaires. Vous avez parlé tantôt du budget. Donc, c'est de la volonté politique qui doit se manifester par un investissement. Donc, ça, c'est l'Assemblée qui a le pouvoir d'allouer les ressources qu'il faut pour la sécurité. Donc, c'est l'Assemblée. Maintenant, si on vient, par exemple, au président de la République, c'est le président qui a le pouvoir qui lui est donné par la Constitution de définir la politique, de politique sécuritaire. Et les gouvernants, donc par le premier ministre, c'est à eux de conduire. Donc, ils ont le pouvoir de conduire, de faire. Et avec les ministres des Forces armées également, ou les ministres de l'Intérieur, qui ont le pouvoir, qui sont chargés, donc, de veiller à l'exécution de la politique. Et dans ça, maintenant, quel est le pouvoir donné aux forces de sécurité armées? Leur pouvoir, c'est de préparer les forces à s'engager. C'est le pouvoir de préparation, des capacités. Donc, voilà un peu comment je relie un peu cette gouvernance qui doit avoir le pouvoir pour assurer la sécurité. C'est trois concepts très liés. Vous exercez le pouvoir parce que vous avez un pouvoir légitime et c'est à vous que revient donc quelle place la sécurité. Et quelle place pour la transparence et le contrôle démocratique dans la gestion sécuritaire du pays? Quelle place? Dans un État démocratique, donc le contrôle démocratique doit être une réalité. Le fait déjà que le budget soit décidé à l'Assemblée nationale avec les débats qu'il faut, c'est déjà un contrôle démocratique. C'est déjà le premier pas. Le budget est décidé démocratiquement à l'Assemblée nationale. Donc c'est ça. Le contrôle, il le faut. C'est un indicateur même. Par exemple, dans certains pays, par exemple aux États-Unis ailleurs, mais même pour que vous nommiez un chef d'état-major, général des armées, il faut que l'Assemblée dise oui. Pour que vous nommiez un ministre, il faut qu'il dise oui. Donc il y a un certain contrôle démocratique. Je crois qu'ici, il faudrait que ceux qui ont ce contrôle démocratique, les parlementaires, il faut qu'on renforce leurs compétences pour qu'ils puissent l'exercer et qu'ils puissent prendre le pouvoir qu'ils ont pour pouvoir, par exemple, s'imposer, pour pouvoir mieux contrôler l'action sécuritaire. C'est à eux, donc il faut renforcer leurs compétences. Et alors, pour conclure, colonel Sieni Cissé Diop, invité d'objection, selon vous, quelle doit être la stratégie du Sénégal pour préserver sa stabilité tout en s'affirmant comme un pôle de sécurité dans la sous-région? Le Sénégal, pour assurer donc sa position de pôle de sécurité, je crois que la stratégie fondamentale, puisque la stabilité dépend de toutes les composantes, parce qu'on ne peut pas travailler tout seul, c'est d'abord d'être assez fort en interne pour pouvoir cotiser, pour pouvoir, disons, contribuer. Et cette stratégie, je la vois en lien donc, avec tous les autres acteurs de la sous-région et ensemble, donc, puisque quand tu stratégies, puisque c'est dans le long terme, et ensemble pouvoir faire face à toutes ces menaces. La stratégie, je la vois générale en liaison avec la sous-région, ensemble pour pouvoir faire face aux défis sécuritaires qui se posent au Sénégal. Quelle est la mission dévolue à l'armée? La mission dévolue à l'armée, c'est comme c'est écrit, donc c'est à l'armée de défendre la vie des populations, s'arranger, s'entraîner, se préparer pour assurer
la libre circulation des personnes et des biens. Et s'assurer que la souveraineté du Sénégal soit garantie. C'est ça le rôle fondamental. Seny Diop Cissé, merci. Merci Bayomar, merci. Ça a été un énorme plaisir donc de vous avoir, surtout pour cet éclairage riche et sans détour. Le Sénégal, on le comprend, à travers vos analyses, doit consolider ses forces, anticiper les menaces et jouer un rôle moteur dans la stabilité de la région. Merci encore une fois. Merci Bayomar, merci encore à vous tous. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Et un grand merci à l'équipe digitale. Au revoir. Vous êtes sur la 98.5, vous y restez. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé